Bonjour Victoria, comment ça va en Suisse? Salut Thierry, t'es resté à Las Vegas? Oui, tu vois, j'attends de voir quand est-ce que se termine cette Xème édition du CES à Las Vegas, et il me tarde de rentrer puisqu'effectivement ma valise, elle est déjà en Suisse. Ouais, on a de la chance. Ouais. Non, plus sérieusement, je fais mon cake. Je suis à côté de toi, tu vois. Ouais, voilà, ça y est. Il vient de revenir hier soir, donc il est bien jet-lagué, mais c'est bon, il a quand même pu installer tout le setup. Oui. Et on va avoir une édition très spéciale aujourd'hui, parce qu'on s'est dit 2025 on démarre, et puis en plus c'est la 500e, voilà. Ouais, rien que ça. « 500 numéros et quasiment 5 ans de prod, Victoria. Je suis persuadé que tu as quelques mots à dire par rapport à tout ça. Oui. Lorsque l'idée de ce live a pu être concrétisée, parce qu'on en avait beaucoup parlé, mais on n'avait jamais réussi à le faire, eh bien, nous étions au début du Covid, et ce fut un moment extraordinaire, parce qu'enfin, on avait le temps de s'asseoir et de pouvoir trouver une heure qui nous convienne et qu'on puisse partager. Notre but à cette époque-là, c'était juste, on s'est dit, mon Dieu, le monde va s'écrouler, et donc il faut qu'on reste en contact avec tous les acteurs de la communication. Ouais. Et de quotidien, parce qu'on a fait des lives quotidiens à hebdomadaire. Oui, on était assez fous pour en faire tous les jours. À pérenniser ce rendez-vous. On savait, franchement, on n'a jamais eu de stratégie pour ça. Et donc, force est de constater qu'au bout de 500 épisodes, eh bien, nous avons constitué un vrai capital de contenu, de rencontres et d'échanges qui racontent nos métiers en Suisse romande. Et cet inventaire, eh ben, il restera là pour les générations actuelles et futures. Ou peut-être même dans un musée. Hein. Je te rappelle qu'on a un cube dans le musée de la communication. Vrai, le cube spécial Covid. Oui, c'est vrai, vous pourrez aller voir 150 ans, voilà. 200 ans, voilà. Nous avons existé. Vous entendrez nos voix synthétiques et, voilà, c'est ça. Et nos images qui vont avec. Donc, pour cet anniversaire, pour ce live anniversaire, donc nous sommes installés à la Maison de la Communication. Je remercie vraiment Safia Jamal, qui est digital strategist, qui donne un cours aussi en digital stratégie au SAVI, de nous avoir invités dans les murs avec ses élèves que vous voyez derrière, parce qu'on s'est dit, bon, on va faire un truc totalement différent, on va arrêter d'être toujours... Ils sont plus d'un millier derrière nous. Exactement. Quasiment, je les ai tous et c'est aussi l'occasion pour nous d'échanger avec 3 professionnels qui n'ont pas hésité à créer leurs agences. Cécile Gruet d'Opinion Publique, David von Ritter de Cavalcade et Viam Firouzabadi de Wujud Agency. Voilà, je me réjouis de discuter avec tout le monde. Avec premier jingle. Voilà. Et oui, 500e live, un live c'est aussi technique, et c'est marqué Thierry Weber, c'est qui ce mec? Thierry Weber, tu reviens du Las Vegas, du CES, alors ces lives c'est 5 années. 5 années. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans? Et cette année, dis-nous, c'était quoi l'objet qu'il fallait absolument avoir? C'est la sempiternelle question qu'on nous pose. On n'a même pas le temps d'atterrir qu'on nous demande quelles seront les tendances. Alors, on s'essaye quand même à cet exercice. Ça fait plusieurs années, mais ça fait effectivement 5 ans que je vais avec des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des investisseurs, des start-upers, leur faire découvrir le CES pour la première fois. Parce que vous n'allez pas là-bas les mains dans les poches. Il y a 145 000 visiteurs cette année. On est en train de renouer avec les chiffres avant Covid, et 4000 exposants. Sur ces 4000 exposants, tiens-toi bien, il y en a déjà que 1000 ou déjà plus de 1000 dans le coin que j'adore, c'est l'Eureka Park, c'est le concours Lépine, mais en plus sérieux, c'est les startups. Et c'est là qu'on va découvrir les technos qui vont nous accompagner demain, très prochainement. Pour la petite histoire, eh bien, il y a 3-4 ans, on avait vu un drone chinois, le Yang 184. Ça m'a beaucoup marqué. C'est en fait un drone, tu rentres, tu mets tes bagages, tu appuies sur une tablette et tu dis que tu vas aller là. Ça y est, l'équivalent de l'OFAC en Chine a donné l'autorisation de vol à ce machin. Donc on peut voler sans pilote, on peut voler à bord d'un appareil qu'on a vu. C'est ça toujours qui est intéressant, c'est de voir ces trucs et de les voir après arriver sur le marché. Alors pour répondre à ta question, qu'est-ce qui va marquer 2025 ? J'enfonce une porte ouverte, c'est l'IA, forcément, l'IA, mais l'IA embarquée, on l'a vu dans cette édition, il y a de plus en plus de cette intelligence qui n'a plus besoin d'être connectée, qui n'a plus besoin de puissance de calcul, on la met à bord d'un appareil, alors on l'a
beaucoup dans la véhicule tech, hein, forcément, les caméras, les senseurs, les choses comme ça. Mais ça y est, c'est la caméra qui va prendre la décision. C'est pas une unité de contrôle qui va se dire est-ce qu'il faut que je shoote le gamin versus la petite vieille qui traverse. Non, c'est la caméra qui va choisir parce qu'elle sera assez forte, assez capable de le faire. Dans les autres choses, dans les trends à suivre, c'est ça. Oui. Alors j'ai eu la chance de tester des Apple Vision. Waouh et rewaouh, on en reparlera dans un autre numéro. Mais par contre, il y a pléthore d'objets comme ceci, pas plus grandes que mes montures, qui regorgent de technologies, que ce soit des caméras, des senseurs, de la projection à l'intérieur du verre, sans que toi tu vois, comme dans n'importe quel film de science-fiction. Ça y est, on y est. Enregistré Exactement. Non, mais pire encore, c'est que j'arrive et là, il se connecte à mon compte LinkedIn et il te reconnaît, Victoria Marchand, rédactrice en chef. Donc tout ce qu'on avait dit sur la réalité augmentée, on y est. Et de plus en plus, là aussi, sans forcément être connecté, parce qu'on arrive à miniaturiser. J'ai vu une marque qui a fait un truc génial. Les branches se connectent en USB-C. Donc comme ça, on peut changer de look pour les montures avec, sans la caméra, avec ou sans la projection. Ça y est. Et là, il y a pléthore de marques qui viennent sur ce créneau. Et côté voiture, parce que là, tu as vu arriver les voitures électriques chinoises. Ça, c'est le salon de l'auto. C'est le salon de l'auto. Salon de l'auto de Genève. Il peut se rhabiller parce que je crois qu'il n'y a plus aucun salon de l'auto qui peut prédire à être du niveau du CES, parce que c'est là où vont tous les constructeurs. Et il y a une gamme de constructeurs, il y a un type de constructeurs, il fallait pas se moquer d'eux, il fallait s'en méfier. Ça y est, ils sont en train de nous dépasser. C'est les Chinois. Les Chinois avec de très très belles voitures. Et c'est pas du plastique, c'est de la vraie technologie, c'est du vrai luxe, c'est des vrais prix, très agressifs aussi. Alors il y a de l'électricité, il y a de l'autoconduite, il y a plein de choses, mais il y a surtout beaucoup de confort. Et là, on est en train de prendre une claque avec des modèles de berline qui ont rien à envier aux Allemandes auxquels on pense tout de suite. Et les robots ? Et le robot. Alors la robotique, là aussi avec l'intelligence artificielle, cette robotique va de plus en plus acquérir ce que lui propose l'intelligence artificielle, que ce soit pour les voitures, la robotique. J'ai vu un truc assez fou, c'est que l'être humain va de moins en moins être utile, puisque là il y avait une petite séquence où une dame équipée d'une caméra avec des senseurs prenait un volant pour le remettre dans un bac à côté. C'est le seul mouvement qu'elle a fait pour après entraîner l'intelligence artificielle avec toutes les variantes possibles, le volant comme ça, plus de volant, moins de volant, etc. Donc l'intelligence artificielle, c'est créer cette base de travail pour simuler tous les cas de figure. Et après, on fait digérer ça à un robot qui se débrouille tout seul pour le prendre là où il fallait calculer les mouvements. Lui, il voit, il se débrouille, il prend des initiatives et c'est fait en un claquement de doigts. C'est vraiment, vraiment bluffant. Et les exosquelettes, l'année dernière, tu étais bluffé, ouais, et cette année, c'était encore pire. Nos copains de la Corée du Sud avec un appareil qui est à peine plus grand qu'une banane, qui vient ici. Dedans, vous avez une batterie, vous avez un seul moteur pour les deux jambes, deux petites tiges qui viennent jusqu'au genou, vous mettez vos velcro et vous avez de l'aide à la marche, comme vous avez aussi de l'aide à la rééducation, puisqu'on peut aussi obtenir de la résistance, et c'est bluffant de simplicité. Ça tient dans une petite sacoche qui pourrait être brandée Apple, que ça serait pareil. Et ce machin est juste incroyable, puisqu'il vous fait gagner jusqu'à 40% d'efforts en moins. Donc c'est pas pour les vieux, c'est pas que pour les vieux, c'est aussi pour ceux qui devenir vieux. Non, c'est pour, je pense à tous les métiers où il faut rester debout, marcher beaucoup. On a vu des exosquelettes effectivement corporels en entier pour les manutentions, les choses comme ça. C'est aussi un gros trend, parce que là, on est capable de calculer en temps réel toutes les actions du monsieur ou de la dame qui porte cet exosquelette. Et on a des prix très très agressifs. Le petit machin, là, il coûte même pas 2000 francs. Waouh. Alors, tu es aussi à l'origine du stand suisse, hein, parce que la délégation suisse, parce que au CES, tu as aussi les pays qui sont représentés. Il n'y a pas que qui invitent des startups. On a beaucoup parlé dans les médias ces jours-ci des skis motorisés. Nos amis tessinois, mais oui, je suis très 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 content de les avoir vus à la fois au CES Ville. C'est la partie la plus intéressante, parce que petit faux, boisson à gogo, mais au-delà de ça, c'est plus tranquille en tant que média d'aller visiter les stands qui vont nous faire découvrir des nouvelles technologies. Alors, nos amis de Iskimo, Skimo, S-K-I-M-O, c'est des Tessinois, ils viennent de San Bernardino, et ils ont ni plus ni moins jamais arrêté de parler de leurs produits sur leur stand, parce qu'effectivement, il a été très remarqué. C'est quoi ? Eh bien, c'est un ski de rando
peau de phoque avec moteur intégré. Là aussi, vous pouvez entre 40 et 45% d'efforts en moins. Vous pouvez faire plus de kilomètres, forcément, parce que vous êtes aidé. Pour le moment, il n'y a pas encore de fixation façon télémarque. Mais c'est juste bluffant parce que je lui ai demandé est-ce qu'on peut garder les peaux de phoque pendant qu'on descend. Alors ça n'a plus rien à voir avec des peaux de phoque, hein, c'est entraîné par des petits moteurs et une batterie qu'on peut ranger dans son sac de rando. Il m'a dit non, en descente ça sert à rien, tu iras pas plus vite. Donc, mais à plat, vous allez aller très vite parce qu'effectivement ça se fait avec les petites télécommandes façon planche à roulettes, ou alors maintenant ils ont réussi à intégrer tout ça dans le bâton de ski. Et je me fais pas de soucis pour eux, je crois que ça va attirer du monde. Bah, écoute, merci Thierry, on va refaire certainement un live sur le CES. On va passer à la prochaine rubrique. Oui, bien sûr, j'appuie sur le bouton. J'appuie sur ce petit bouton vert. L'évolution du marketing digital, c'est Safia qui s'y colle effectivement pour ce premier exercice. Voilà, Safia, donc ces 5 années que nous venons de vivre, qui sont de folie. Donc on voit l'évolution technologique, c'est hallucinant. Bon, il y a de l'IA partout, mais il y a aussi de l'IA pour le marketing. On a vu aussi la professionnalisation de tout, parce que le marketing avant c'était de la vente, c'est devenu de la com. On a commencé à avoir toutes ces techniques, toutes ces plateformes pour vraiment être communiquées de manière la plus visible et toucher le maximum de gens, la plus personnalisée aussi. Maintenant, l'IA arrive et on nous promet une nouvelle salve de personnalisation, mais réelle. Alors, comment, en tant que spécialiste du marketing, comment tu as fait pour suivre et rester toujours à la page ? Alors, bonsoir, il y a plusieurs questions. Déjà, pendant ces 5 ans, il s'est passé beaucoup de choses et pas que l'IA. Je ne sais pas si je peux être le porte-voix de ce qui s'est passé en 5 ans, mais vu de ma fenêtre, effectivement, l'intelligence artificielle a pas mal redistribué les cartes, notamment entre agences, annonceurs. Donc, ça nécessite plus que jamais de redistribuer les cartes. Déjà, au sein des entreprises pour allouer les ressources, gérer l'utilisation de l'IA via des chartes d'utilisation en interne comme avec les autres parties prenantes, et puis les agences aussi de proposer ces solutions IA qui facilitent quand même la vie, mais tout en gardant un côté créatif qui est quand même tout de même encore nécessaire. Tout à fait, mais il y a 5 ans, il fallait encore convaincre certaines marques d'aller sur des réseaux sociaux, d'aller sur tout le digital, de communiquer d'une autre manière. Année après année, on a vu que les outils permettaient de créer pas mal de choses à l'interne, de peut-être ne pas un peu bypasser les agences, mais en même temps le volume de production est tel que les agences aussi sont restées parce qu'elles étaient nécessaires pour répondre à tout d'un coup à cette offre d'inventaire hallucinant qu'on n'avait jamais eu. Et aujourd'hui, on est un petit peu à la croisée des chemins. On ne sait pas s'il va falloir tout passer en automatique, en mode automatique, et puis finalement que les choses se fassent, ou il restera quand même un regard humain. Parce que quid de la stratégie ? Parce qu'on ne sait plus qui décide. Est-ce que c'est les machines ou c'est encore les marques ? Non, alors c'est très juste ce que tu dis, Victoria. C'est vrai que ce qui s'est passé aussi en 5 ans, c'est qu'on crée toujours plus de contenu. Ça, c'est quelque chose qui ne change pas. La croissance est énorme, notamment du contenu vidéo. Hein. Vous êtes les meilleurs pour le savoir. Vous êtes bien placés en tout cas. Popularisé par TikTok, par toutes ces plateformes. Donc, j'ai l'impression que c'est plus un sujet pour les entreprises de passer sur ces plateformes sociales, de créer de plus en plus de contenu. Et effectivement, comme tu le soulignes, hein, même si l'IA nous aide à faire beaucoup de choses, il y a quand même ce regard humain qui est essentiel et on le voit au quotidien. Donc en fait, on a besoin des agences encore. Les annonceurs, par contre, effectivement, se réorganisent parce que tout ça, ça nécessite des transformations, il faut bien le reconnaître. Elles sont réelles, elles sont là. Donc l'idée, ça va être de s'adapter pour créer toujours plus de contenu, les plus pertinents possibles. Et c'est vrai que pendant ces 5 ans, il y a eu pas mal de challenges aussi, notamment le commerce social, l'influence qui est toujours de plus en plus présent. On peut aussi citer les outils immersifs, le changement dans les publicités qui deviennent de plus en plus chers, avec aussi les sujets sur la protection de la donnée, tout ça. Donc effectivement, l'IA, c'est un gros sujet. Ça doit nous aider au quotidien. On doit réguler, on le sait tous. Mais maintenant, c'est de s'organiser entre clients et puis agences sur comment maintenant on relève les vrais défis qui sont liés à la production de contenu qui est énorme et à comment surtout stratégiquement donner le change aussi pour faire la différence. Et ça, on est toujours dans ces problématiques-là du côté des entreprises. Alors jusqu'à maintenant, on a visé pour toucher un plus large possible, donc public possible. Donc on est allé
sur toutes les plateformes. On voit que 25 sera une année déterminante sur le choix des plateformes. Aller sur X ou aller sur Facebook ou aller sur YouTube, c'est pas la même chose. Est-ce que tu penses que tout ce business sur les réseaux sociaux va un petit peu tomber, parce que ça peut être aussi une chance pour les médias traditionnels de revoir la publicité revenir chez elle, parce qu'on pourrait beaucoup mieux contrôler, parce que l'impact aussi, une pub c'est bien de toucher plein de gens, mais l'environnement sur lequel les gens voient la publicité a aussi un impact. Donc est-ce qu'on peut dire que peut-être 25 va redistribuer les cartes ? Alors, encore une fois, de ma fenêtre, hein, moi j'étais des deux côtés, agence et client, donc... j'ai jamais été partisane du fait de dire qu'il fallait tout axer sur les réseaux sociaux, même si je suis spécialiste en stratégie digitale. J'ai quand même l'impression que la complémentarité, notamment sur le marché suisse, elle est quand même capitale. Maintenant, il est vrai que je pense que moi, c'est toujours une question de qualité, en fait, de choisir stratégiquement les plateformes. C'est aussi une question de ressources. C'est vrai que je le dis d'ailleurs à mes étudiants, il faut aussi réfléchir. Rien n'est gratuit, voilà. Voilà, et surtout, c'est surtout parfois faire être sur moins de plateformes, mais mieux aussi. La qualité quand même, elle est primordiale. D'ailleurs, les abonnés, les followers, les clients, enfin le public est hyper exigeant. Donc en fait, l'heure n'est plus à être partout et tout diffuser en masse. C'est plutôt, à mon sens, de faire des choses qualitatives pour tirer encore une fois son épingle du jeu, comme on l'entend partout, et proposer du contenu personnalisé, l'envoyer à la bonne cible, au bon moment, au bon endroit. Et puis, du coup, ces réflexions stratégiques, elles sont d'autant plus importantes à l'heure actuelle, j'ai l'impression. Ok, bah, je te remercie. Voilà. Écoute, alors, on aura l'occasion d'en reparler aussi, parce que à travers ce que tu fais, et voir un petit peu comment tout ça évolue. Thierry, chronique. J'ai pas le timing, donc je suis un peu perdue. Je gère. Voilà. Regarde, j'appuie sur un autre bouton. Et on va parler de ceux et celles qui ont eu cette drôle d'idée, hein, Victoria, de lancer leur propre agence. Pourquoi ai-je créé une agence ? C'est Cécile et David, mais également accompagnés de Viam, qui vont se plier à cet exercice. Alors, on va peut-être démarrer avec Viam. Viam, comment tu vois toute cette évolution en toi ? Ça te fait peur ? Tu es le king des réseaux sociaux, mais ça change énormément. On voit bien tout ce qui se passe. Donc, et tu as lancé ta propre agence. Alors, on a des élèves là derrière. Est-ce que tu peux leur donner le même conseil ? Lancez-vous, ou tu as envie de dire autre chose ? Alors, tout d'abord, adieu. Ouais, c'est vrai. Ah. Je te dirais, beaucoup de questions là, il faut que ça traverse dans ma tête là. Donc, je te dirais que je vais commencer par déjà, qu'est-ce qui a fait que j'ai lancé mon agence il y a 10 ans ? Parce que c'est marrant, mais 2025, c'est l'année des 10 ans. Du coup, on est en plein travail de faire le logo, faire tous les trucs pour planifier tout ça, faire une grosse fête. Surtout ça, je pense que c'est important. Mais disons que, en tout cas pour ma part, après ça c'est mon histoire à moi, c'est que en gros j'ai fait 2 ans de chômage et puis pendant mon chômage en fait j'ai pas forcément trouvé de job dans l'univers du marketing et de la com et je suis juste arrivé à la fin de mon chômage puis j'étais là bon qu'est-ce que je fais, soit je vais au social soit je me démerde. En gros, je me suis dit, bon, je vais me démerder. Et c'est comme ça qu'en fait, je me suis lancé comme indépendant et que finalement, c'est devenu une agence. Et qu'on est là 10 ans plus tard. Je touche du bois, ça fait plaisir. Mais après, je te dirais, de mon point de vue actuel au niveau des agences, alors là, au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de changements qui vont arriver d'ici les 5 prochaines années. D'ailleurs, je pense que c'est aussi une raison pour laquelle je me suis formé et que là, je suis aussi hypnothérapeute. C'est que je pense que déjà, l'IA va pas pour l'instant encore remplacer les thérapeutes et puis tout ce qui est la santé mentale, etc. Mais surtout, je pense que, en tout cas pour ma part, les agences actuellement, c'est impératif qu'elles bossent avec l'IA. Avec ChatGPT, Midjourney et tout ça, parce qu'en fait, je me rends compte que, en tout cas pour ma part, c'est qu'on arrive à un stade où qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses avec l'IA et que si on ne maîtrise pas ces outils-là, ou en tout cas si on ne travaille pas avec, à un moment donné, on va se faire dépasser. Donc, je pense qu'il y aura une restructuration du domaine des agences et c'est vrai qu'on en parlait avec mon collègue Chris, c'est que pour moi, je pense qu'à l'avenir, il y aura soit les tout petites agences, en gros, comme la mienne, où on est 2 à 4 personnes, ou les grosses entre 15, 20 ou plus. À mon avis, les moyennes,
elles vont pas rester... Mais là, tu parles dans le monde du digital. Hein. Dans le monde du digital, ouais. Ok. Donc vraiment dans le monde digital. Après, c'est mon avis, peut-être je me plante complètement. Mais c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même de gros changements qui arrivent et à voir ce qu'il y a à faire. On va peut-être demander à David. Je vais juste le rassurer. CES, maladie mentale, physique, la santé, ça y est. Il y a déjà des outils. On va aller élever des chèvres en Espagne. Hein, écoute. Désolé. David, toi, tu avais ouvert une agence de pub, pas de com, enfin de pub à l'époque, qui est devenue une agence de com, vu que il n'y a plus personne qui parle de publicité aujourd'hui. Moi, j'ai jamais compris la différence en vrai. Moi non plus. À part que le terme sonnait mieux. Voilà, ouais, je pense que ça doit être ça. On s'aperçoit qu'on avait prédit la fin des agences de publicité et tout devait disparaître, le digital devait tuer tout le monde. Et finalement, l'année dernière, on s'est aperçu que les agences de pub, finalement, elles allaient beaucoup mieux que certaines agences digitales et que les annonceurs reviennent aussi vers les agences de pub parce qu'il y a aussi la stratégie qui est proposée. C'est pas que créer des visuels pour aller sur des supports, des plateformes. Non, en fait, moi, c'est ce que j'avais. Enfin, moi, depuis que je fais ce métier, j'ai vu l'arrivée des banners HTML où c'était mince, qu'est-ce qu'on va faire? Après, il y a eu Instagram et tout ça. Et je pense que c'est juste des nouveaux moyens de dire la même chose qui arrivent. Voilà, on a commencé à faire des affiches, on a commencé à faire des pubs télé. Mais à la fin, le message qu'on transmet aux gens, il faut un message. Il faut dire des choses aux gens. Les gens le reçoivent toujours de la même manière, avec des organes. Ça va changer. Donc, qu'on aille le dire, on se demande à l'intelligence artificielle de corriger notre texte, qu'on aille le dire sur des lunettes virtuelles, ok, très bien. Mais il faut quand même avoir un truc à dire. Exactement. Et c'est ça peut-être un petit peu le problème. Et de toutes ces agences, peut-être qu'il n'y a plus, qu'on croyait être celles qui allaient dominer le marché quand il y a eu ces nouvelles technologies, c'est parce qu'ils se sont accrochés à des supports. Oui. Peut-être, et elles ont fait, mais elles ont peut-être moins travaillé avec les marques pour réfléchir à que dire. Ça, c'est comme ces marques qui avaient tout misé sur Facebook, et puis tout d'un coup ils ont coupé, et puis l'organique marchait plus, et puis elles ont disparu. Ouais. Parce qu'il y a besoin d'une assise. Je crois, en tout cas. Exactement. Et de storytelling, très cher. Et toi, tu fais partie du monde du RP, où on s'aperçoit que là aussi, on a cru aussi à un moment que les agences RP elles servaient plus à rien, elles allaient disparaître. Et finalement, on a vu une multiplication d'agences RP. On voit que les RP aujourd'hui travaillent aussi d'une autre manière, sont beaucoup plus proches et sont vraiment au service aussi des médias, travaillent avec les marques pour les mettre aussi en avant, aussi les aider dans cette approche pas de stratégie, mais d'implémenter leur stratégie. Toi, tu as créé ton agence l'année dernière, donc tu vois l'avenir. Tu te sens Je le voyais très bien juste avant ce soir. Non, pas du tout. Je rigole. Non, moi je pense vraiment qu'il n'y a pas d'agence, mais qu'il n'y a que des gens. Donc ça met peut-être le pavé un peu dans la mare, mais on arrive à créer une relation de confiance avec nos clients. En tout cas, nous, en tant que RP, ça va être notre cœur de métier, ça va être de créer de la confiance, puisqu'on est les gestionnaires de l'image de nos clients. Alors, quand elle est mauvaise pour eux, on fait de la communication de crise, et quand elle est inexistante, on va développer leur notoriété. Donc, si on ne crée pas cette confiance-là, un peu sous l'angle psychothérapeute / avocat, parfois du diable, on n'est pas bon et on n'existe pas longtemps. Donc l'agence en soi, oui, on a créé une agence avec mon associé Frédéric Wormus, un duo exceptionnel. Il est explosif, Frédéric. Donc on n'est pas du tout complémentaires. On a des profils qui sont peut-être un petit peu trop similaires, très dans la rédaction, dans le fait de cogiter, de faire des stratégies. Mais en tout cas, c'est un duo d'humains qui fonctionne en soi. En tout cas, c'est ce que je crois. Je crois moins aux agences qu'aux gens. Voilà. Alors on voit que pour une marque, très souvent elle va passer par une agence de com, elle va passer par une agence digitale, elle va passer par une agence RP. Viam, est-ce qu'il y a autant d'argent pour tout ça ? Comment ça marche ? En fait, moi je dirais que pour le moment, parce que je le vois actuellement, c'est que en fait on bosse tous ensemble. En fait, dans le sens, c'est que moi, ce que je me rends compte, c'est que je bosse parfois avec Cécile, je bosse avec l'IRP, je bosse parfois avec la pub, avec la production vidéo. En fait, on est arrivé à un stade où c'est plus chaque agence bosse dans son coin, c'est plus en mode, venez, en fait, on se met tous à la table, puis on regarde qui peut apporter quoi, et en fait, on adapte nos budgets, en tout cas, c'est la manière dont nous on fonctionne, on adapte nos budgets chacun
par rapport au budget du client. Et comme ça lui permet d'avoir chaque spécialité pour le travail qu'il y a à faire. Alors le digital au départ était le moins cher. Aujourd'hui, c'est le plus cher. Alors je dirais, toute cette brique. C'est pas le plus cher. Moi, je pense que le plus cher, c'est la création de contenu. Parce que finalement, le plus important, et comme disait David, c'est faut avoir un message à donner. Et ce message, faut bien créer du contenu. Et ce qui coûte cher, c'est de la création de contenu. Sinon, disons que faire des publicités sur le Business Manager et puis mettre en place, c'est pas ça qui coûte cher. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Il faut que je reprenne le début de... Non, parce que les agences de pub, au départ, c'était le budget, une grande partie du budget. D'ailleurs, au départ, le budget allait sur le média. Après, les agences de pub ont dû récupérer un petit peu, elles ont dû être rémunérées et donc elles ont dû mettre en avant la création. Après est arrivé le digital qui a dit mais attendez les gars, tout ce que vous faites, ça coûte trop cher. Vous allez sur des médias qui coûtent trop cher. Nous, on va vous faire tout ça, on va vous casser les prix. Finalement, aujourd'hui, sur les plateformes, ça coûte aussi cher, même plus cher que ce qui se faisait avant. Et en plus, il faut monitorer tout ça constamment. Il y a un afflux de data et plus personne ne lit les data. Et puis, on s'aperçoit que plus personne ne fait vraiment du marketing, alors que le marketing, c'est ce qui fait tourner les machines, qui fait tourner l'entreprise. On est dans un monde de fous. Alors toi, tu te vois comment dans cet écosystème? J'allais dire, le problème, c'est pas l'argent, c'est le temps qui est devenu encore plus rare et le temps qu'on prend pas. Et c'est vrai que quand on a des clients avec lesquels on arrive à prendre le temps de réfléchir, de qu'est-ce qu'on va faire, etc., plutôt que de foncer tout de suite et puis d'en faire 50 fois ou de se rendre... Et je pense que c'est surtout ça. On est dans un monde où tout peut aller très vite et donc on va très vite et alors qu'on ne gagne pas forcément, on n'y gagne pas. C'est comme... Je vois de plus en plus des gens qui travaillent avec ChatGPT. C'est super ChatGPT, mais il faut savoir comment on l'utilise. Est-ce que c'est pour générer un texte qui va ressembler à tous les textes du monde parce que l'intelligence artificielle fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'elle va faire un résumé de ce qui est le plus moyen. Ouais. Donc est-ce qu'on veut ça ou est-ce qu'on veut juste utiliser pour corriger les fautes d'orthographe ou voir qu'est-ce qui est moyen pour ne pas le faire et avancer. Et je pense que c'est aussi ces questions-là qu'on va devoir se poser maintenant. C'est ok, on a un outil. Est-ce que cet outil il est là pour pour faire les choses à notre place, ou est-ce qu'on doit l'utiliser de manière un peu smart, ou est-ce qu'on doit tous générer des images sur Midjourney qui vont tous se ressembler, ou comment on se différencie, quoi. Et c'est là où peut-être on revient, en fait, à la fois il y a des nouveaux outils, et les plus vieux outils du monde, qui sont la langue française et moi je pense aussi qu'il y a le un branding, retour. reviennent en force. Exactement, 25, ça va être une année un peu de retour. C'était mieux avant? Non, c'était pas mieux avant. Ah non, mais... non, c'était pas mieux avant, mais c'est comme les photos, quand Photoshop est arrivé, puis tu as eu les banques de données d'images, on s'est dit c'est fini, il n'y a plus besoin de photographes, et aujourd'hui, tout le monde, si tu veux te démarquer, tu vas chercher un vrai photographe. Parce je pense qu'il faut juste s'amuser avec de la bonne manière. Ça, je dis, moi, je m'amuse énormément avec toutes les nouvelles IA qui débarquent de nos jours, mais il faut en faire un truc original, pas juste faire la même chose que tout le monde, quoi. Oui, on va annoncer une sorte de teasing. Hein. On va bientôt accueillir au sein des communes Maglev, mais pas le seul, le stagiaire bourré. Ah oui. Eh oui, c'est comme ça qu'un ami podcasteur a décidé de l'appeler, l'intelligence artificielle, comme étant un personnage à part entière. On n'en dit pas plus parce que j'ai déjà trop dit, mais c'est de voir comment on peut interagir avec ça. Peut-être une question pour vous trois, justement, par rapport à l'intelligence artificielle. Comment vous avez adopté ces outils? Comment ça s'est fait? Parce que Photoshop, il faut se former, les outils de mise en page, la vidéo, même écrire. Est-ce que c'est le même type d'apprentissage que vous avez pu voir, ou est-ce que, tiens, j'essaye ça sur le bord de la table, histoire de voir ce que ça peut faire, et puis je fais mon propre état des lieux, mon propre avis? Ouais, je réfléchis. Tu veux que je demande à ChatGPT la réponse? Au stagiaire bourré? Je serais... non, je suis d'accord avec Viam sur ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut plus faire sans. Quand on crée son agence, alors même si on est optimiste et qu'on a une grosse capacité de travail, si c'est le cas, il faut qu'on sorte des choses pour nos clients. Donc on est stressé, donc on a ce poids sur la tête, donc on va utiliser des outils qui nous font gagner du temps. Ça en fait partie. Donc on se forme. Là, on comprend que ça va prendre du temps à se former. Et après, on aboutit à des productions qui sont quand même de qualité. Là, on est un petit peu perturbé devant la qualité des textes parce que quand on aime les mots, on a l'impression que c'est humain. Et finalement, c'est pas que c'est humain de faire de beaux textes. On est peu de choses. Donc, on fait ça.
Après, il faut le faire et je trouve qu'il faut bien le faire. Il y a une question d'éthique quand même. Quelles sont les données que moi, Cécile Gruet, je vais mettre quand je travaille pour des ONG humanitaires dans ChatGPT, si j'utilise cet outil? Est-ce que j'en informe mon client? Quel degré de transparence j'ai? Pourquoi je le fais? Et surtout, quel est le degré de plaisir que j'ai? Moi, j'aime écrire, ça fait 20 ans que j'aime écrire. Je n'ai pas envie d'être cantonnée à un rôle de productrice de script. Voilà. Oui, je ne veux pas. Ton travail, c'est aussi la relation média, donc il faut aussi avoir un réseau de journalistes qui vont reprendre ce que tu as écrit. Totalement. Avoir un super texte que personne ne reprend, ça sert à quoi? Totalement. Voilà. Tu as totalement raison, il y a des différenciations de production de texte. Le texte factuel que je peux envoyer à des journalistes qui de toute façon en reçoivent 200 par semaine, c'est OK. Ça remplacera pas le café que je vais prendre avec eux demain matin, et il faudra le faire. Et le texte joli que j'ai envie de ciseler pour un certain type de client, ça je le ferai de mon côté. Voilà. Très bien. On peut imaginer, vu la taille de ta structure, que c'est une approche tout à fait naturelle, mais qu'en est-il peut-être pour vous deux, où là, il y a du collaborateur en plus, il y a peut-être des règles internes, il y a peut-être des marches à suivre. Comment ça marche? Alors, je pense que, comme a dit Cécile, le premier truc, je pense, c'est la transparence. C'est déjà que pour moi, je pars du principe que le client doit être au courant. C'est qu'il sache que voilà, c'est un outil qu'on va utiliser, et puis peut-être déjà discuter avec lui sur la manière dont ça va être utilisé. Après, disons que moi, en tout cas, je me rends compte pour avoir utilisé, je suis curieux, du coup, je découvre des outils comme Bolt, ChatGPT, Gamma, Napkin. En fait, il y en a tellement d'outils et qui vraiment sont de plus en plus puissants. Et des fois, vraiment, quand je teste, ça me fait peur quand même. Ou HeyGen. Mais le truc, c'est que jusqu'à maintenant, pour moi, je pars du principe, ça ne remplace pas notre travail. En fait, que l'intelligence artificielle fasse tout par elle-même, je pense pas que ça soit possible. Il y a quand même un garde-fou qui doit être là pour le faire. Et en tout cas, pour notre part, on est plus en mode autodidacte et puis de voir en fait ce qui se passe et puis d'essayer. Mais c'est vrai que à mon sens, il faut qu'il y ait de la transparence et puis de dire jusqu'à quel stade. Tu es plus dans le mode explorateur pour sentir l'air du bureau, comment ça marche, qu'est-ce que ça peut amener, sans forcément l'avoir comme outil dans ton... Alors on l'a comme, en tout cas ChatGPT, on l'utilise souvent comme outil, et puis Napkin aussi, parce que Napkin, ça permet vraiment de créer des illustrations quand même pas mal. Mais disons que ça va à chaque fois dépendre de ce qu'on a à faire, etc. et de à quel point ça peut nous faire gagner du temps ou pas. Mais en fait, l'idée, c'est de se dire, si on gagne du temps ici, comment on peut en fait pouvoir faire mieux pour le client sur d'autres aspects. Oui, parce que l'enjeu pour le client aujourd'hui, c'est une espèce de méfiance vis-à-vis des agences, en disant vous utilisez ces outils, mais vous gardez les mêmes tarifications qu'avant, alors que pour vous, c'est de la marge, mais pour eux, finalement, c'est un coût qu'ils auraient pu, eux, baisser, voir une attente, disons, de voir un autre type de tarification. Et donc, il y a une espèce de méfiance sur le marché actuellement, où on ne sait pas qui est le dupe de qui. Et donc, je pense que la transparence est très importante parce que c'est ce point-là il y a vraiment une rupture. Et il ne faut pas qu'on aille trop loin parce que si vos clients se disent finalement on va tout faire par nous-mêmes, il n'y aura plus d'agence. Et donc, voilà. Donc, c'est souvent, ce que j'entends, c'est au niveau du tarif. Oui. On n'est pas d'accord des honoraires. Alors le truc, c'est qu'à nouveau, c'est qu'il y a cet aspect de parce qu'on utilise les intelligences artificielles, du coup on va plus vite, mais c'est pas vraiment le cas, parce qu'en fait, moi ça m'est déjà arrivé de passer juste 1h30 avec ChatGPT à essayer de corriger des trucs, à essayer de retravailler des choses, parce qu'en fait, faut dire ce qui est, l'IA, avec toute l'intelligence qu'elle est, elle est bête. Dans le sens, c'est que si on n'explique pas les trucs correctement, ça marche pas. Écrire un prompt, c'est un métier. En fait. Et écrire un prompt, c'est un métier. D'ailleurs, je crois que c'est prompteur ou un truc du style. Mais il y a des gens, c'est leur job. Et en fait, c'est pas si simple que ça, en fait. Et c'est vrai que du moment qu'il y a l'aspect transparence, et comme disait David, à nouveau, c'est en fait le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on doit tout faire pour hier. En fait, tout doit aller vite. Oui, parce qu'ils ont tous intégré que ça va très vite. Ouais. David, on n'avait pas ce problème avec Photoshop. Il venait pas vous dire, mais vous utilisez Photoshop, et donc je veux vous payer la moitié parce que tu utilises Photoshop et tu ne fais pas la photo. Maintenant, il y a Canva, c'est beaucoup plus simple. Donc, je vous ai préparé le logo, Monsieur Fadrita. Il n'y aura plus qu'à l'adapter. Je l'ai mis sur Canva. Non, mais c'est vrai que je me souviens que
mais ça avait un temps de réflexion qui était marrant, purement au niveau du temps, parce que je trouve qu'au niveau des techniques, non, c'est mieux maintenant. Mais au niveau du temps, c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens qu'on imprimait nos affiches, puis après on les collait sur les cartons, puis après on les amenait en voiture. Donc on avait un peu plus de temps pour réfléchir à nos projets. Tu avais donné 3 solutions, et puis il devait en choisir absolument une, parce que sinon tout le monde perdait encore 15 jours. Genève. Donc voilà, ça c'était génial. Non mais je pense qu'il a dit un truc qui est assez juste. Je pense que après ça change tous les jours. Donc l'utilisation qu'on fait aujourd'hui ne sera pas la même que demain. Aujourd'hui, il faut savoir faire des prompts. Peut-être que dans 3 jours, il suffira de bouger le doigt et il comprendra ce qu'on veut. Donc on se sera formé pendant des heures pour rien parce que ce sera devenu facile. Mais je pense que en l'état, il faut qu'on pense cette IA comme un moyen de faire mieux et pas comme un moyen de faire moins cher. C'est souvent ça l'erreur, c'est de dire mais alors du coup maintenant vous pouvez faire ça avec l'IA. Je dis oui, je peux faire avec l'IA, mais ça sera pas bien. Par contre, je peux utiliser l'IA pour interagir avec, comme un collègue, comme un truc, créer des textes, lui donner son avis, revenir en arrière. Là, ça devient chouette ou animer des. Nous, on utilise beaucoup. C'est ma nouvelle passion, c'est Kling. On met des photos, ça anime. Ouais. Donc là, tout d'un coup, on peut prendre nos affiches, puis on en fait des affiches animées dans la rue. Alors, on n'a jamais osé les sortir parce qu'on ne sait pas quel est le cadre légal. Hier, Thierry s'est essayé avec toutes les coiffures possibles, imaginables. C'était génial. On a vu Thierry avec des cheveux longs. Les cheveux blancs. Pour des gens comme moi qui ne savent que avoir des idées et les écrire, de pouvoir les mettre en image, tous les trucs bizarres qui me passent dans la tête, je peux les voir en vidéo maintenant. Donc ça augmente la créativité. Oui, quoi. Ouais, c'est génial. C'est ça. Oui, parce qu'à partir d'une image 2D, on peut par exemple faire tourner dans l'espace l'objet, ce qu'il est capable de l'interpréter. Ouais, en ce moment, apparemment, ce qui tourne, c'est quelqu'un qui utilise ça, qui a fait des tas de vidéos de bébés qui font du karaté contre des hamsters. Ouais. Oui, voilà. C'est super. Ou alors, vous prenez des photos de quelqu'un que vous aimez bien et puis vous pouvez imaginer l'embrasser, voilà, parce qu'on anime les 2 images c'est vrai. pour qu'elles se roulent des pelles. Ouais, on en est là. Mais après, je ne sais pas si vous avez regardé sur LinkedIn, mais là, les posts en termes de rédaction, dès qu'on tape ça, on voit que c'est rédacteur IA. Et les conditions pour être embauché, c'est d'avoir une belle plume. Donc, ils recrutent des humains qui sont reconnus pour leur belle capacité rédactionnelle. Et ça va être des très beaux textes. Ça va être des très beaux textes. Ce que ça n'est pas pour l'instant, mais... c'est un peu, si je peux m'exprimer là-dessus, c'est le sempiternel exercice d'éduquer les gens à bien se servir d'un moteur de recherche, parce qu'on voit le nombre de personnes qui vont sur Google en 2025 qui savent toujours pas formuler une demande. Donc c'est pas étonnant qu'on va trouver des bons prompteurs versus des mauvais utilisateurs. Moi, ma question, c'était de savoir à l'échelle d'une boîte comment on gère ça, parce qu'effectivement, encore une fois, j'insiste, Photoshop, c'est comme une voiture, il faut le permis. Est-ce que peut-être pour toi, qui a pas mal de collaborateurs, tu as anticipé ce travail de sensibilisation auprès de tes employés pour dire, attendez les gars, je sais que ça existe, on va pas blouser le truc, il y a ce respect, de la transparence vis-à-vis du client et tout ça, mais à l'interne, comment ça marche ? Je dirais qu'en l'état de la technologie, je pense que c'est un peu un faux débat, parce que, en fait, quels sont les IA qu'on pourrait utiliser pour tricher ? Non, je parle pas forcément de tricher, je parle plutôt de les aborder, de les tester. Soit c'est des images qu'on génère, on a fait des campagnes Midjourney quand il n'y avait pas le temps, quand il n'y avait pas les images. Voilà, on leur a dit, voilà, c'est campagne Midjourney, voilà. Je sais que j'ai un collègue qui travaillait à Paris, eux faisaient même signer une décharge au cas où il y a un problème légal sur que Midjourney va copier quelque chose, il ne va pas l'inventer. Après, il y a ChatGPT, alors... nous, les 2 rédacteurs, on n'est que 2, donc il n'y a même pas besoin de faire une règle, on se parle, on a plutôt une approche d'interaction, etc. Après, voilà, qu'est-ce qui resterait ? Voilà, il y a ces vidéos qu'on anime, ça se voit. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de règles, peut-être que ça se posera un jour. Okay. Mais je trouve que par rapport à notre démarche, ça va changer peut-être, mais vraiment l'intelligence artificielle, on crée une moyenne de tout ce qui existe, donc avec le mot, tout ce qui est positif et négatif dans moyenne. Nous, notre positionnement d'agence, c'est d'arriver, on travaille pour des marques qui nous demandent de faire quelque chose qui n'est pas dans cette moyenne-là. Donc en l'état, on va toujours utiliser ça comme un levier pour aller ailleurs ou pour aller dans une autre direction. Je pense qu'il y a des marques pour qui ça peut vraiment bien marcher.
Voilà, les marques qui sont plutôt à marteler un message simple avec des images simples, etc. J'ai un ami qui a un casino en ligne, ça marche très bien pour lui. Ouais. Tu m'étonnes. Mais pour nous, voilà, pour nos clients, si on fait ça, ça va même se voir tout de suite. Et au début, ils vont être contents parce qu'on est rapide, et après 3 mois, ils vont partir parce que voilà. Ça sentira le truc. On arrive presque au terme de ce live. Encore un petit mot. Non, Allez. désolé, je veux pas monopoliser la parole. Non, on est au 500e, tu sais, on a le temps. On a tous les droits. On a des milliers d'étudiants derrière nous, à qui on va d'ailleurs donner le micro. Et Las Vegas. Non, mais de plus en plus quand même dans les formations, si vous avez assisté à une formation par Mathieu Cortési ou Julien Schiss, ils finissent par le fait de structurer quand même un document éthique à l'attention des collaborateurs, des organisations. C'est maintenant un passage obligé de toutes les formations IA. Ils sont top, ils sont rigoureux. Et c'est, je pense, quelque chose. Les réseaux sociaux, parce que là aussi, on donnait plein d'informations. Tout d'un coup, c'est vrai. On n'avait jamais. C'est exactement la même chose. À partir du moment où on commence à divulguer des choses hors de l'entreprise de manière totalement ouverte, il faut une certaine règle. Voilà. Des garde-fous. Voilà, c'est tout. Mais ça, c'est question juridique aussi. Hein. Parce qu'on ne sait pas non plus ce que vont faire ces outils d'IA. Et ça, c'est toute l'histoire. Maintenant, on a une quinzaine d'années de recul avec les réseaux sociaux. On voit ce qui est en train de se passer. Dans 15 ans, ces outils d'IA, on ne sait pas à qui ils appartiendront et ce qu'ils feront. Donc, sauf que ça ne sera pas 15 ans. Ce ne sera pas 15 ans, non. Voilà, moi je vous le prédis. 5 ans. Voilà. J'ai vu des technos où clairement on nous dit que ça fait longtemps qu'elles sont sorties et là ça fait peur. Ouais. Mais j'en parlerai dans un autre épisode. Ouais, allez, petit jingle pour clore ce live, c'était le 500e. Avec la question, Victoria, comme une mag, live, stop ou encore? C'est une drôle de question, Victoria. On a croisé des chemins, là. 500 épisodes. On va avoir un avatar qui fait notre boulot. Oui, voilà. Oui, ben, ça sera peut-être grâce au stagiaire bourré. Il va nous aider. En tout cas, on va déjà, sors-nous une idée pour avoir tous nos lives en texte. Oui. Parce que ça aussi, on nous le demande. Je ne sais pas pourquoi. On vous donne des lives. Vous avez de la vidéo. Tout le monde voulait de la vidéo. Et maintenant, ils veulent tous lire. Il y a des fois, je ne comprends pas. Il suffit de s'abonner à Camille Mag Live en podcast. Voilà, parce que sur Spotify, comme sur Apple Podcast, la transcription audio, elle est automatique, elle vous est offerte gratuitement. Et nous, on va pas faire de la modération, on va pas couper les trucs, parce que justement, la force, c'est un produit totalement archaïque. Donc, restons dans ça, parce qu'on restera dans les annales. Hein. Oui. Oui, oui. Donc voilà. Un live qui a vu le jour, comme tu l'as dit, pour rester en contact avec les professionnels de la branche. Un live qui s'est étiolé dans le temps par rapport au fait qu'on a abandonné l'idée de le faire tous les jours. On était un peu tarés. Non, c'était impossible. Et puis surtout, un live, comme tu l'as dit, et comme tu aimes bien le répéter, qui va générer de l'inventaire. C'est-à-dire que tout ça, c'est une base qui vous sert a priori, parce que pendant les fêtes, que ce soit le Nouvel An ou bien l'été, vous êtes nombreux et nombreux à aller voir les vidéos sur YouTube, mais plus à les écouter en podcast. Alors, on l'avait un petit peu souligné, c'est l'auditoire féminin qui consomme le plus de podcasts audio, et c'est les mecs, le masculin, qui va du côté de la vidéo. Exactement. Voilà, comme quoi on se sert pas forcément des mêmes outils. Exactement. Mais par contre, corps de métier et tranche d'âge identiques sur les deux. Mais et on est aussi très écouté aux États-Unis. Exactement, en France, en francophonie. Mais on est toujours à 92% des gens qui nous écoutent qui ne sont pas abonnés. Voilà, je lance un message. Ça, je dis rien. Voilà. Et puis bon, dans les nouveautés, on est en train de changer de studio. Oui. Et là, on a enfin un super studio. Un joli petit setup qu'on va retrouver dès les prochains épisodes. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va recommencer les lives. En même temps, on vient de recommencer puisque c'est le 500e. Peut-être une dernière question. Est-ce que l'audience, il y a des questions? Parce qu'on a tourné ici au Savi avec une classe d'étudiants qui a juste prêté sa présence, mais peut-être qu'il y a des questions dans l'audience. Voilà, on va tendre un micro. Et on vous écoute. Peut-être une à l'attention de vous cinq, vous êtes tous des professionnels de la publicité et de la communication au sens large. On a parlé du digital, on a parlé des plateformes, des réseaux sociaux. On est, pour moi en tout cas, une croisée des chemins avec un monsieur qui s'appelle Elon Musk qui a racheté Twitter, qu'il a rebaptisé X. Pas plus tard qu'aujourd'hui, 14 janvier, les premiers articles de news sont sortis comme quoi il serait intéressé à racheter TikTok. Oui. On voit l'influence que Musk
a ou peut avoir, notamment avec l'AfD allemande, donc l'extrême droite allemande, avec un soutien clairement donné à l'extrême droite allemande, proche de Trump forcément, dans le gouvernement de Trump. Vous, en tant que pro de la com, comment vous appréhendez à quelque part ce nouvel acteur qui débarque avec des milliards à foison, avec une plateforme qui s'appelle X, qui a une puissance et une force de frappe qui est établie avec un certain nombre de millions d'abonnés. S'il doit reprendre TikTok, avec de nouveau à la clé des millions d'abonnés et aussi naturellement de la publicité à la clé, comment vous appréhendez, vous, ce nouvel acteur qui débarque et qui a les pleins pouvoirs, y compris d'influencer la politique extérieure? Pour moi, ce qui est important, c'est l'enjeu sera les annonceurs. Parce que l'enjeu de tout ça, toutes ces plateformes, elles survivent que grâce à la publicité. Ils ont déjà fait un hold-up, ça a été le Far West. Ils ont pompé toute la pub du monde. Et je me rappelle quand Facebook a démarré, j'avais un ami qui travaillait pour Facebook et il a été voir toutes les agences, toutes les grandes marques. Ils ont vraiment pompé la publicité du monde. Alors maintenant, les marques, elles ont le choix. On ne peut pas dire quand on communique sur une plateforme, la plateforme a aussi un impact sur votre message. Donc, il suffit de ne pas aller sur ce réseau social, qui servent à avoir un certain type d'individu qui dit ce qu'ils veulent, ça n'a aucune importance. Mais s'il perd ses revenus, lui a assez d'argent pour faire tourner son truc tout seul, mais les marques doivent quitter. Et si on célèbre tellement la liberté d'expression, comme ça a l'air d'être aujourd'hui, le premier amendement a l'air d'être global, une vérité globale sur la planète, alors cette liberté d'expression, elle doit revenir aussi dans les médias des pays traditionnels. On doit réinjecter de l'argent par la publicité dans les médias pour qu'on ait une réelle vision de ce qui se passe, qu'on ait le choix, parce qu'on avait des médias qui étaient de tous bords avant, ils sont en train de disparaître parce qu'ils n'ont plus de publicité. Et bien c'est la manière, la meilleure réponse à Musk, c'est ça. Revenez sur les médias traditionnels, réinvestissez chez vous, l'information elle est là, il y a des professionnels qui peuvent le donner, et on a aussi, tous ces médias permettent de toucher aussi tous les Suisses. Alors, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il n'y a pas d'autre réponse. Et lui qui continue à faire ce qu'il veut. Il y a peut-être une autre réponse qui est un peu fraîche que je peux partager avec vous. C'est la tech, elle n'en a rien à fiche de tout ça. J'ai vu aucune prise de parole, aucune prise de position par rapport à ce qui va se passer politiquement aux États-Unis. On dirait qu'il y a deux États-Unis, il y a deux formes des États-Unis. Il y a celle qui bosse dans la tech, qui est peut-être moins de redneck et qui voit les enjeux commerciaux. Il va falloir arrêter l'idée, par exemple, d'imposer des taxes ou verrouiller les frontières, par exemple, pour les Chinois. Les Chinois sont de plus en plus présents dans cet univers-là. Puis quand je dis cet univers, c'est pas que la tech, parce que le CES, on trouve du RP, on trouve du social media, on trouve des gens qui font du contenu en marge d'appareils ou technologies innovantes. Puis la deuxième chose, c'est que tu l'as très bien résumé, ces marques-là, elles sont en train de délaisser ces plateformes, elles sont en train de les quitter. Petite anecdote, je pars sans mon bagage parce que, moi j'ai des trucs comme ça dans mes poches ou dans mes bagages, ça s'appelle un AirTag, et j'ai la preuve auprès de ma compagnie d'aviation que mon bagage n'a jamais pris l'avion. Et il se trouve qu'il est resté à Genève. Pour la petite histoire, j'ai commencé à en parler sur les réseaux, et vieux réflexe de early adopter, je vais sur Twitter. Et là, je réalise que non seulement il n'y a pas un, mais plusieurs comptes faux de ma compagnie d'aviation, mais je me retrouve tout d'un coup être embarqué dans un dialogue surréaliste sur WhatsApp avec quelqu'un qui se fait passer pour le service client des bagages de ma compagnie. Et là, je me suis rappelé, mais oui, X, c'est fini. Ce temps où on pouvait ameuter quelqu'un, avoir vraiment du répondant. Et j'ai pas eu la présence d'esprit d'essayer sur Insta, d'aller sur Thread ou comme ça. La petite histoire, le bagage, il a jamais décollé de Genève et puis il est rentré chez moi. Mais on en est là. On réalise qu'en fait, effectivement, les gros acteurs, ils ont déjà délaissé ces plateformes, parce que c'est plus là que ça se passe. Et il fut un temps, on avait eu un cas d'école où Air France Suisse avait aidé une touriste en Australie, Suédoise qui était en Australie, à retrouver son bagage. Et ça, c'était fait avec les belles années, c'était mieux avant, sur Twitter.
Là, maintenant, effectivement, Twitter, c'est plus l'outil pour ça. Voilà. Et TikTok va suivre aussi. Voilà. On est aussi surtout sur le constat que la modération n'est plus réaliste. Il faut arrêter l'idée de faire tous ces bureaux externes à des Facebook ou autres qui commencent à intenter des procès pour dire que les pauvres se tapent du contenu, mais vraiment effroyable, dégoûtant. Ça ne marche pas. Ça ne marche mais pas. par contre, on peut pousser l'algorithme, peut être changé pour. Oui. Voilà. Mais je pense qu'il faut continuer aussi à recevoir des tweets de Elon Musk sans être abonné à ce monsieur. Mais voilà. Toi, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais. Oui, merci. J'ai beaucoup aimé ton point, Fabien, tout à l'heure. C'était hyper intéressant et j'ai beaucoup aimé aussi votre réponse des marques qui devraient partir en fait des plateformes qui posent problème. Cependant, il y a quand même une question qui me tracasse maintenant. C'est que j'ai cru comprendre que Mark Zuckerberg était un relativement bon ami de Monsieur Trump, Monsieur Musk. Bon, directement du coup. Même de Trump. Il a intérêt à être bon ami. Voilà. Du coup, là, on arrive quand même sur un problème assez existentiel, c'est que quand on parle du marketing digital, on se réfère principalement à Meta, on se réfère à LinkedIn, d'accord, c'est d'autres propriétaires, et puis TikTok, X, etc. Admettons que maintenant que Musk il prenne TikTok, donc toutes les marques partent de TikTok. Et que Mark Zuckerberg adopte un comportement comme Trump, comme Musk. Est-ce que votre conseil serait que toutes les marques arrêtent d'annoncer du coup sur toutes les plateformes comme Meta et autres? Et moi, quand je parle souvent avec des responsables marketing, ils me disent mais on en a marre on a des leads, mais on cherche des clients. Mm-hmm. Alors. Oui, avec ces plateformes, on a pu toucher. On peut parler à l'humanité entière, à la target que vous visez. Vous pouvez quand même cibler aussi, mais très souvent, le problème de la Suisse, elle est tellement petite que finalement, on target beaucoup plus grand au-delà de la Suisse, mais vos clients, ils sont où? Ils sont dans votre quartier. Donc, il faut maintenant peut-être revenir à une stratégie marketing qui fonctionne. Parce que, je vous rappelle que 2025, il n'y a pas que Trump, mais ça, c'est aux États-Unis, mais dans le reste du monde, il y a quand même une crise économique. Il y a eu, on vient de sortir de 5 ans, sur ces 5 ans, on a eu 2 années de Covid, et après, on a eu une inflation énorme. Donc pour les entreprises, pour le consommateur, je veux dire, il y a des vrais enjeux qui sont des enjeux au niveau du prix, de trouver des produits. Et je pense qu'aujourd'hui, les marques, elles ont aussi une responsabilité à communiquer d'une autre manière et à amener vraiment des vraies propositions à leurs clients et arrêter je veux dire, voilà, peut-être qu'on peut aussi communiquer d'une autre manière. Et je pense qu'on va le faire et que fatalement, l'image qu'ont ces plateformes, elle va se retourner contre elles. Et comme l'univers a horreur du vide, on trouvera d'autres espaces pour communiquer. Et peut-être ce sera peut-être l'émergence d'un réseau social européen avec d'autres règles. Parce que le problème, c'est pas la plateforme, le problème, c'est l'algorithme et comment les news sont poussées. Et comment votre contenu va se retrouver associé à des contenus qui ne correspondent pas. Alors ça sert à quoi d'avoir des valeurs? Pour les marques, elles ont des valeurs, elles n'arrêtent pas de travailler sur la RSE et puis elles se retrouvent au milieu d'un champ de guerre et c'est pas possible. Donc il faut aussi maintenant qu'il y ait une responsabilité au sein des entreprises et que vraiment les marques, elles aient vraiment des stratégies réelles. Et je pense que voilà, ça c'est très important. Une des stratégies, moi je prêche la parole depuis plus de 20 ans, c'est le retour à votre propre contenu chez vous. Voilà. Parce qu'effectivement, on a eu cette crainte avec les assistants vocaux de se dire, tiens, la recherche, le SEO sur la recherche vocale, elle va en prendre un coup parce que, effectivement, l'information, elle est peut-être pas chez moi qui vends telle ou telle paire de baskets. Par contre, maintenant, on a une réelle opportunité de rebosser là-dessus puisque si vous faites l'expérience d'installer ChatGPT Search dans votre barre de navigation sur votre browser préféré, vous allez voir que le mode de recherche, on en parlait juste avant hors caméra, c'est un métier que de savoir structurer une recherche sur Google et c'est encore pire sur ChatGPT. Mais il va être lui plus enclin à nous aider à formuler « Je cherche ma basket Nike Air rouge modèle 67 ». Je sais que j'invente parce que je suis pas du tout dans les chiffres. Je vais avoir une véritable aide, mais cette aide, elle va être formulée par une intelligence, on devrait arrêter de l'appeler comme ça, qui elle va aller taper dans la source.
puisque maintenant elle est capable de la notifier, de la sourcer. Et c'est là où les marques ont une chance, c'est de ramener le trafic à leur propre site internet, à leur propre présence en ligne et plus donner gratos au réseau. Yes, j'ai le micro de Victoria Marchand dans les mains. Ah oui, c'est un honneur. Non, peut-être juste rapidement, je trouve qu'il y a aussi juste le temps à laisser aux clients, à l'annonceur de réaliser qu'il faut partir de ces réseaux sociaux. Cette semaine, j'ai conseillé à un client qu'on sorte de X pour cette raison-là, de communication non responsable. Il y a eu un élan quand même de colère face à mon conseil. Je pense qu'il y a des étapes à respecter comme le deuil. Ma foi, la colère visiblement en faisait partie. Il y aura l'acceptation après, mais là il est un peu dans le déni. C'est notre rôle, quand on est tous les trois en agence, de prendre le temps d'accepter. Est-ce qu'on n'est pas par hasard dans une ère où un nouveau réseau social pourrait émerger ? Ouais, alors ça, c'est la sempiternelle question, mais on va pas réinventer l'eau chaude parce que ça existe déjà. Oui, Blue Sky a vu une affluence record quand on a commencé à se dire qu'il fallait quitter X, mais ça n'a pas été une influence record pour les annonceurs pour autant, parce qu'effectivement en face, on n'a pas forcément les mêmes outils, on n'a pas la même audience, et les alternatives décentralisées, elles existent aussi. Et puis pire encore, rappelez-vous que Trump a son True Social, il a aussi son propre réseau, il n'a pas pour autant décollé, et c'est pas parce qu'il se balance des insanités sur son propre réseau qu'il va en faire quelque chose. Mais on est surtout au retour d'un constat du quatrième pouvoir. Le quatrième pouvoir, il est réel. Le fait de voir des gens comme Musk, comme Trump et tout, s'accaparer même des médias, c'est un méchant retour en arrière où on arrive à les contrôler, ces médias. Contrôler les médias plus les médias sociaux, là, le challenge, il est un peu plus gonflé. Je pense, ouais, c'est comme tu dis, revenir aux choses basiques. La publicité aussi va changer. C'est-à-dire, il faut pas sous-estimer l'impact de la voix. Le rapport, quand on ira sur un site, on aura un chatbot avec l'IA, on va avoir des conseils de plus en plus personnalisés. Ça va être vraiment un trend qui va être très très fort. Et à travers ça, on va pouvoir vous donner de vrais conseils. Parce que tout ce système de l'Internet qui a été, lorsqu'on a commencé avec l'Internet, la promesse c'était la disparition des intermédiaires et de parler du one-to-one. Les marques parlaient directement aux personnes. Et je pense que là, on peut arriver à un nouveau type de conversation entre les marques et le public. C'est ce qui étaient les réseaux sociaux, mais dans peu de temps, on va trouver que c'était totalement arriéré parce que c'était un moyen, mais on voit comment on a pu le détourner. Et là, les marques, elles veulent pas passer sur des réseaux sociaux, elles veulent parler à leurs clients. Et là, elles vont pouvoir parler de manière beaucoup plus directe, beaucoup plus personnalisée. Et là, on va avoir une vraie relation. Et je pense que ce type de canal va vraiment être beaucoup plus performant. Et là, on va pouvoir même imaginer de proposer des produits vraiment personnalisés, d'implémenter de nouveaux produits, d'améliorer des produits. Et cette relation, parce que finalement, tout joue sur la confiance. Là, on voit que les consommateurs sont en train de perdre la confiance dans ces réseaux. Et puis en plus, ils voient les dégâts que ça fait non seulement sur leur vie sociale, sur leurs enfants et sur l'état de la société. Donc, je veux dire, c'est un ravage. Et un jour, on racontera l'histoire de ces réseaux sociaux en se disant, mais comment est-ce qu'on a pu laisser faire une chose pareille ? Parce qu'il n'y avait aucun contrôle et personne ne comprenait, parce que la technologie, elle dépasse les gens. Et les gens, quand ils voient un truc technologique, ils sont complètement hébétés devant ce qui se passe. Maintenant, il faut qu'on réagisse. On a déjà vu arriver plein de choses. L'IA, il faut qu'on la maîtrise. Et je pense qu'on peut arriver vers une relation entre des entreprises, des clients, des personnes dans la société totalement saine, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on vive ce qu'on est en train de vivre et qu'on subisse cette espèce de bashing continuel. Ça n'a aucun sens. Et je veux dire, pour s'acheter une paire de Nike, il n'y a aucune raison de recevoir des insultes. Enfin, je veux dire, c'est totalement absurde. Voilà. Répondre en partie à cette question, on a tous été étonnés là à Vegas de voir que ni plus ni moins Delta Airlines s'est payé le luxe de louer la sphère pour sa keynote. Déjà, Delta Airlines, une compagnie d'aviation, certes qui fête ses 100 ans, qui vient au CES, ouais, mais en plus qui se paye le luxe de venir faire une keynote
pourquoi pas, mais ils sont venus avec de véritables annonces. Je vous inviterai à les lire, le deal qu'ils ont fait avec YouTube, le Wi-Fi gratos, l'affirmation qu'ils travaillent avec un opérateur européen pour les avions, Airbus et non pas Boeing. Mais là où il y a une annonce qui peut-être répond à cette question et qui est peut-être une piste à creuser pour les clients et pour les marques surtout, c'est la naissance de Delta Concierge, c'est-à-dire un avatar avec qui je vais pouvoir vivent l'expérience en tant que voyageur. Et je leur souhaite, parce que j'ai fait la triste expérience, moi, avec mon problème de voyage, que ce ne sera pas juste un chatbot avec 3 scénarios et puis au revoir, merci. C'est-à-dire qu'on nous vende l'idée que je puisse interfacer mes désirs, mes demandes, mes changements de dernière minute avec quelqu'un qui connaît l'ADN de la société, en l'occurrence, par exemple, comment fonctionne le tri des bagages chez Delta. Peut-être que là, c'est une piste qu'il faut creuser, c'est de se dire, l'intérêt pour la marque, c'est de vendre. Qui de mieux que la marque elle-même pour s'adresser au client ? Quoi de mieux comme espace que la marque et le client en direct, sans intermédiaire, sans site internet, sans réseaux sociaux plutôt, et du one-to-one qu'on pourra aller jusqu'à personnaliser la chose. Encore une fois, je parle avec beaucoup d'hypothèses parce qu'on n'a pas vu l'outil, mais je pense que là, ça va être une des pistes qu'il faudra suivre très très précisément. Ils ont un cours. Hein. Oui, d'accord, on va les laisser travailler. Il est temps pour nous, on a fait quoi? On a fait 1 heure d'émission pour ce Commit Mag Live spécial 500e. On remercie encore une fois nos invités, dans le désordre ou dans l'ordre. Merci Cécile, merci Viam, merci David d'être venu, merci Safia, c'est très sympa de nous avoir prêté tes élèves et la Maison de la Com. Voilà, merci effectivement à la Maison de la Com qui nous accueille pour ce faux live. Et oui, on vous dévoile les secrets de fabrication puisqu'on est mardi soir en pleine forme à l'heure à laquelle on enregistre ce live que vous allez découvrir. Là, vous allez découvrir, puisque si vous arrivez à la fin de cet épisode, c'est que ça fait plus d'1 heure que vous nous écoutez, vous nous regardez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, ça nous fait plaisir, c'est notre seul salaire, comme on dit généralement dans le métier. Donc on va compter sur vous, pour toutes les personnes ici présentes, de tout de suite sortir leur smartphone et s'abonner à toutes les plateformes. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour les 5 prochaines années, Victoria? Que ça continue, voilà. Okay. Je crois qu'à ce point-là, on va continuer. Ok, on sera là avec le stagiaire bourré pour nous aider. Exactement. Allez, portez-vous bien et à très bientôt, ses parents. Ciao.